Alors, je passe maintenant à une chose beaucoup plus intéressante, c'est de présenter rapidement cette session. Je pense que l'on peut dire qu'il y a deux textes matriciels qui vont se retrouver là dans ce colloque. Le premier, c'est le texte inédit issu d'un mémoire de recherche soutenu par Gaëtan Picon, hein, et dont je veux rappeler le titre exact, hein, Le problème de la culture et le problème de la connaissance dans la philosophie intellectualiste de Nietzsche. Bien, ça c'est un texte qui a été écrit pour être soutenu en 1937. L'autre texte matriciel, Denis Ollier en parlera ce soir, c'est un inédit également, qui a été recueilli en 1977 dans La vérité et les mythes, entretien et essai. Et c'est un essai donc, qui a été écrit entre 1940 et 1943, hein, sous l'occupation. Un texte qui, pour moi, est aussi important que les tranches des fêtes de Bloch et qui devrait être réédité indépendamment. Voilà. Pourquoi je les qualifie de textes matriciels? Parce qu'il y a des choses fondamentales dans la pensée de Picon qui se mettent en place. Le rapport à la vie, à l'existence, le rapport entre action et connaissance, hein, le rapport au temps, ce sont des constantes. À propos de Malraux, d'ailleurs, à un moment, Picon dit à côté des métamorphoses, il faudrait qu'il y ait une pensée des constantes. Voilà. Je suis donc très heureux que ces textes se retrouvent à des moments différents du colloque. Et nous allons voir à travers les communications qui seront proposées ce matin. Alors, Jean-Michel Rabaté nous parlera du Nietzsche qui a été édité pour la première fois chez Hachette sous le titre Nietzsche, la vérité de la vie intense en 1998. Donc là, nous aurons le premier texte matriciel, si je puis dire. Jean-Louis Janel nous parlera de Picon et Malraux en 68, à partir des Jardins du Luxembourg en mai 68. Un texte qui a un statut hybride, hein, entre l'écriture autobiographique d'un chant de solitude et les essais plus transversaux, hein, de Gaëtan Picon, et un essai qui lui a valu beaucoup de contestations de la part de ses amis de l'éphémère, y compris d'Yves Bonnefoy, mais c'est surtout André Dubouché qui s'est montré le plus sévère à l'égard de ce texte. Or, on ne peut comprendre les positions de Picon en 68 que si l'on part du Nietzsche et de la vérité et les mythes. Il y a une ligne de base, si vous voulez, hein, qui permet de penser à la fois la politique de Picon et son rapport au savoir. Et il y a le texte dont nous parlera Pierre Quay, Culture et création, qui est de 1964, un texte lui aussi très important. Je l'ai dans l'édition originale, les éditions Estienne. C'est une édition à tirage limité. Un texte qui va essaimer encore dans les années suivantes, mais dont les prolégomènes, en quelque sorte, hein, sont déjà repérables dans le Nietzsche de 1937 et dans La vérité et les mythes. Voilà. Alors, quelques mots pour présenter, si besoin est, mais enfin c'est plutôt un rappel, hein, un mémo. Jean-Michel Rabaté, qui est professeur de littérature anglaise et littérature comparée à l'Université de Pennsylvanie et coéditeur du Journal of Modern Literature. Il est membre de l'Académie américaine des arts et des sciences, et il est auteur de nombreux ouvrages faisant intervenir l'histoire et l'analyse du modernisme, la psychanalyse, la philosophie, la théorie littéraire. Je cite quelques-uns de ces titres récents. Rust,
2018, Kafka, LOL 2018, Rire au soleil 2019, hein, Beckett et ça de 2020, un titre récent également, Rire prodigue, Rire et jouissance chez Marx, Freud et Kafka, publié en 2021. Voilà, je ne vais pas énumérer tous les titres, ils sont nombreux. Jean-Michel Rabaté a beaucoup travaillé sur Joyce notamment, et j'ai hâte de l'entendre sur ce premier texte de Gaëtan Picon. Je rappelle que Gaëtan Picon avait 22 ans en 1937. Merci beaucoup, Bernard. Merci à tous et aussi merci à Martine. C'est grâce à notre amitié qui nous lie depuis bien longtemps que, comme Antoine, je me suis retrouvé ici à lire des textes que j'ai découverts, je dirais, pour la plupart, surtout le Nietzsche que Martine a eu la gentillesse de me donner aussitôt qu'il était sorti. Et je commencerai aussi par dire une certaine émotion qui me prend dans cette salle, la salle du SAN, que j'ai bien fréquentée à une époque bien précise, un peu plus tard que l'année où on s'est rencontrés avec Antoine, car il se trouve que, terminant mes années de normalien, j'ai eu ce qu'on appelle une année supplémentaire, ce qui était merveilleux, et je me suis occupé du ciné-club. Et le ciné-club de l'ENS, c'était pratiquement non existant, et je suis allé voir des gens du ciné-club Jean Vigo à Paris, et on a eu l'idée d'une alliance. Et pendant 2 ou 3 ans, il y avait ENS Jean Vigo, et ça se passait ici. Et c'est là que nous avons fait, en 1973, une série sur les films de 1968. Et alors, exactement allant dans le même sens que ce qu'Antoine, en compagnon, venait de dire tout à l'heure, nous avons découvert qu'une génération pouvait se passer en 5 ans. C'est-à-dire qu'entre 68 et 73, il y avait pratiquement une génération. En 73, on se demandait ce qui s'était passé en 68. Il est vrai donc qu'à cette époque-là, que ce soit en 68 ou en 73, nous ne lisions pas Gaëtan Picon. Nous lisions Barthes, Derrida, Lacan aussi, qui était ici pendant un moment. Mais il y avait plusieurs niveaux de génération, on pourrait dire, qui se sont superposés. C'est pourquoi il fut très intéressant pour moi de relire Nietzsche à travers Gaëtan Picon et sa lecture bien particulière. Le titre, et c'est bien de le rappeler, le titre original était « Le problème de la culture et le problème de la connaissance dans la philosophie intellectualiste de Nietzsche ». Mémoire de maîtrise, jeune homme de 22 ans qui était à Bordeaux, qui fut d'ailleurs le lieu où j'étais étudiant avant. Gaëtan Picon travaillait avec des spécialistes comme Darbon, Gurvitch, Henri Daudin et autres, mais son interlocuteur principal était Charles Handler, qu'on a un peu oublié de nos jours, mais auteur d'une monumentale synthèse sur Nietzsche, et qui s'appelle Nietzsche, sa vie et sa pensée, entre 1920 et 1922. Heureusement, si vous voulez lire ceci, on peut les trouver sur le web. Gallica les a reproduits. Et donc, le titre ou le sous-titre « Philosophie intellectualiste » vient de Charles Handler. C'est un terme qui peut surprendre un peu de nos jours. Qu'est-ce que ça veut dire, la philosophie intellectualiste de Nietzsche? Il faut parler aussi, donc en 1937, au moment où Gaëtan Picon travaille sur Nietzsche, il y a un énorme travail de redécouverte de la pensée du philosophe allemand. Comment se fait-il que ce livre est le seul livre de philosophie réelle que Gaëtan Picon eut publié, alors que 2 ans plus tard, il a été premier à l'agrégation de philosophie? A-t-il abandonné la philosophie en tant que telle? Est-ce que la philosophie reste une sorte de fondement caché dans son système de lecture, de réflexion? Quel est le rapport entre le jeune Gaëtan Picon et Nietzsche? Un point de détail biographique peut lancer un pont
Nietzsche a eu ce drame très jeune de perdre son père, qui est mort alors qu'il avait 5 ans, ensuite son frère, et Nietzsche est resté, comme on le sait si on connaît un peu sa vie, prisonnier, on peut dire, de sa mère et surtout de sa sœur, la terrible Elisabeth Nietzsche. Quant à Gaëtan Picon, qui portait le même nom que son arrière-grand-oncle, un tréma près, le fondateur de la dynastie, l'inventeur génial de la boisson Amer Picon en Algérie, en 1837, il a eu la douleur de voir son propre père, Honoré Picon, s'éclipser de la vie familiale à la suite d'une famille. Gaëtan Picon avait 7 ans. Amer Honoré, dit une publicité pour la boisson. Cette disparition n'a laissé de traces que son nom, donné à une rue de Bordeaux. La rue Honoré-Picon est toujours là. J'y suis allé. Elle débouche, place Stalingrad, rive droite de la Garonne, non loin de l'arrivée du pont de Pierre. À Bordeaux, Gaëtan fut pris en charge par son frère aîné, dont les jugements et les affinités avec le surréalisme étaient plus sûrs que l'enthousiasme néo-nazi d'Elisabeth Foster Nietzsche. Un siècle après l'invention de la tisane désaltérante Picon, cette décoction miraculeuse qui soignait les soldats français des effets des fièvres et du paludisme et leur redonnait tout l'entrain nécessaire pour les conquêtes coloniales, la pensée de Nietzsche fut l'objet de discussions passionnées au sujet du devenir de la pensée et de l'art en Allemagne. Et quand on lit Handler en 1920, on voit qu'il a une lecture très politique. Je cite, « Nietzsche pleurait sur la folie d'une Europe qui versait le sang européen. Il savait la responsabilité allemande dans le danger permanent qui, par la militarisation généralisée de l'Europe, pesait sur l'humanité. Et la provocante devise de l'Allemagne au-dessus de tout, il avait déclaré, citant Nietzsche, le mot de ralliement le plus dénué de sens qu'il y eût jamais au monde. Ça, c'est Charles Handler parlant de Nietzsche en 1920. Mais on peut dire que quand on lit Handler, magnifique livre, il parle beaucoup des prédécesseurs français de Nietzsche, Montaigne, Pascal, La Rochefoucauld, Chamfort, Stendhal, tous ceux qui contribuaient, dit Handler, à lui donner une perspective intellectualiste. Quand on le relit de nos jours, on se demande si Handler n'est pas un peu comme l'armée française occupant la Ruhr peu de temps après, en train d'occuper Nietzsche et d'en faire un Français. C'est un tout autre Nietzsche qui est repris par Heidegger dans les années 30, après le discours du rectorat, infamant, dans lequel Heidegger donne, disons, son aval aux nazis, Nietzsche redevient le philosophe central et Heidegger dit que le mot « Dieu est mort » est un grand modèle pour la pensée. On sait qu'à ce moment-là, Nietzsche venait d'être promu philosophe officiel de la Révolution nationale socialiste. Göring inaugura son archive en présence de sa sœur. Adolf Hitler assista à l'enterrement de la sœur de Nietzsche. Quand Heidegger consacre un cours entier à la pensée de Nietzsche en 1936, il le présente encore comme un révolutionnaire qui permettait de repenser la tradition occidentale en général. Ici, je passerai un peu, il y a un long débat, mais je dirais juste que Heidegger se démarque de 2 personnes qui lui étaient assez bien connues, Alfred Bäumler, qui avait présenté dans quelques livres, et d'ailleurs, quand j'étais étudiant, j'ai même eu un de ses livres, sans savoir qui il était, des Unschuld des Werdens, et qui faisait de Nietzsche un nazi. Nietzsche, der Philosoph und Politiker, et qui pense que Nietzsche est un grand penseur parce qu'il lance un certain biologisme de la race, etc. Vous connaissez tout ceci. Il y a en revanche quelqu'un qui était un peu plus proche et plus intéressant, Karl Jaspers, qui en 1936 publiait une introduction à Nietzsche dans lequel il présentait Nietzsche comme un existentialiste, pour dire un premier existentialiste religieux. Dans ce grand débat, je dirais ceci simplement, que pour Heidegger, ce qui compte, c'est que Nietzsche est un penseur paradoxal, révolutionnaire, mais qui commet l'erreur, dit Heidegger, de penser une opposition entre être et devenir chez les Grecs, opposant Parménide et Héraclite, ce qui pour Heidegger est un contresens, et
surtout faisant l'erreur principale de fonder son système sur la volonté de puissance. Et selon Heidegger, la volonté étant un concept métaphysique, Nietzsche essaie de détruire la métaphysique en prenant comme appui une valeur métaphysique. Donc, paradoxe de la métaphysique. Si l'on saute un peu en avant et qu'on pense au Nietzsche qu'on lit aujourd'hui dans les universités nord-américaines, toujours très, très connu, il y a un seul texte qui est sans cesse cité, que vous connaissez peut-être, sur la vérité et le mensonge au sens extramoral. Au départ, j'avais l'impression que Gaëtan Picon ne l'avait pas lu. En fait, si, il l'a lu, mais il ne le considère pas absolument intéressant. Dans ce texte, Nietzsche met en question l'idée de la vérité. Pour lui, et c'est ce qu'on retient du Nietzsche facile aux États-Unis, c'est un Nietzsche qui réduit la vérité à un ensemble de métaphores usées. Et donc, on peut dire absolument anti-intellectualiste. Et pourtant, si Picon a connu cet essai, son problème est de questionner ce que Nietzsche appelle l'instinct de la vérité. C'est pourquoi il repart vers les catégories d'Andler. Andler divisait l'œuvre de Nietzsche en 3 moments. Le premier moment, illusionniste, ça serait celui de ce texte de 73, il n'y a que des illusions. Le deuxième moment, intellectualiste, quasiment français, et puis le moment mythique ou affirmatif, moment où Nietzsche parlerait surtout de l'idée de l'éternel retour, le mythe de la volonté qui devient un cercle, et il appelle ça transformiste. Picon, se référant sans cesse à ces catégories, les détruit ou les dénonce les unes après les autres. C'est ça qui est assez extraordinaire. Le transformisme, il dit non, il faut mieux dire évolutionnisme. L'évolutionnisme de Nietzsche l'explique en partie. Pour Nietzsche, chaque objet est dans le devenir. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que le travail de Picon, même s'il semble se limiter à une période bien précise de 10 ans environ de la pensée de Nietzsche, consiste à unifier la pensée de Nietzsche. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Et montrer qu'il y a la vérité chez Nietzsche. Et il rejette aussi l'idée d'Andler selon laquelle le perspectivisme de Nietzsche serait un idéalisme. Il dit « Nous ne croyons pas possible d'appliquer le terme d'idéaliste à Nietzsche, fût-ce dans une acception très lâche, comme le fait Andler. » Donc, ce que Nietzsche affirme, c'est qu'il y a la constance d'une problématique de la vérité et que la question de l'intelligence est toujours là du début à la fin. Comprendre la pensée de Nietzsche comme une unité revient à relier la théorie de la culture et la théorie de la connaissance. C'est sa grande idée. Et il le trouve dans Nietzsche. Et il va en fait vers un autre lecteur français, Henri Lichtenberger, qui disait que ce qu'il faut, alors à l'époque on parlait de caractère, de psychologie, la psychologie de Nietzsche était une passion pour la vérité. Et par exemple, le Dieu est mort de Nietzsche, célèbre, ne vient que de cette passion pour la vérité. Nietzsche n'aurait pas voulu tuer Dieu comme cela, mais il ne pouvait pas s'empêcher qu'il fallait conclure que la religion avait été morte. Picon ne met pas en avant le concept de volonté, comme le faisait Heidegger. Et il voit plutôt le corps, et là, cette proximité est tout à fait étonnante. Quand j'ai lu le livre qui vient d'être publié de Barbara Stiegler sur Nietzsche et la vie, les rapports entre le livre de Picon et le livre de Barbara Stiegler sont absolument étonnants. Et donc, c'est bien un Nietzsche d'aujourd'hui, on peut dire, que l'on trouve chez Picon. Qu'est-ce qui donc compte pour Picon? C'est reprendre la quête de la vérité chez Nietzsche comme un effort pour, je cite, délivrer la pensée de la subjectivité. Vous voyez, en quelque sorte, comme si Picon avait saisi la critique heideggerienne, même s'il ne la connaissait peut-être pas, qui était un reproche de subjectivisme. Heidegger disait, vous voyez, si l'on fonde tout sur la question de la volonté est une
volonté subjective, donc on tombe dans le psychologisme et le subjectivisme. Dès le départ, Picon désamorce cette objection, hein, et il voit que la quête de la vérité amène à penser un réel mobile, fluctuant, extérieur, toujours autre, une altérité irritante, hein, terme que Barbara Stiegler utilise beaucoup dans son livre, qui donne à ceux qui osent s'approcher un nouvel art de voir. Je cite encore le Nietzsche de Picon. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que la pensée de Nietzsche rejette une conception métaphysique de la vérité pour introduire une conception dynamique de la vérité. Picon recherche donc ici, et c'est là qu'il retrouve Roland Barthes paradoxalement, alors qu'ils étaient aux opposés, cette idée d'une mathésis singularis, comme le disait Barthes, une science de la singularité qui combinerait une révolte permanente contre le donné social, une révolte éthique et politique à l'effort qui vise à la création artistique. La découverte d'un gai savoir réservé aux esprits libres va plus loin que l'humanisme. Il y a bien donc, même chez Picon, à ce moment-là, une sorte d'anti-humanisme. Et je dirais simplement, il me semble que le premier livre de Picon, qui n'était pas vraiment un livre, puisqu'il ne pensait pas le publier, mais quand même bien un livre, annonce son dernier livre, cette lecture de Proust, dont il tracerait le programme en creux. On pourrait relier les termes utilisés par Barbara Stiegler au sujet du corps biologique chez Nietzsche, toujours pris entre excitation et assimilation, et ce que Picon met en place lorsqu'il lit Proust, faisant face à un réel incomestible qu'il finit par ingérer. Je cite la lecture de Proust, page 128. Chez Proust, que le monde mobile des métaphores évoquées par Nietzsche se met en forme, une forme qui épouse les contours d'une tension, d'une perpétuelle quête de la vérité. Cette quête ne peut aboutir vraiment, mais elle évite une clôture qui serait platonicienne. Le cercle formé par le temps retrouvé n'est pas fermé. Il nous conduit à relire indéfiniment un texte dans lequel le narrateur nous a donné tous les éléments à combiner, et il se termine alors qu'il va commencer la rédaction de ce que nous avons déjà lu. Lu, mais mal lu, car nous n'avions pas encore la clé. Éternel retour d'un même, à chaque fois altéré, de n'être qu'une lecture de plus, et le cycle recommence. Picon termine son Proust sur l'idée que la grandeur de Proust ne vient pas de ce qu'il nous donnerait un roman-monde semblable à la Somme de Balzac, ni de ce qu'il renouvellerait l'analyse psychologique. Si l'on se contente de comparer Proust à Balzac, Stendhal ou Dostoïevski, son génie n'apparaît pas vraiment. Pour comprendre Proust, il faut saisir en quoi il a accompli, je cite Picon, une révolution kantienne dans le roman. Je cite, où le romancier tournait autour du monde, le monde tourne autour du romancier. Proust démontre que la réalité doit être soumise à une expérimentation systématique dont l'objet ultime est de découvrir la vérité. Cette vérité est inscrite en nous, certes, mais il faut la travailler au corps pour la traduire en forme, couleur et mots. C'est ainsi que l'archive de fragments non publiés qui font la richesse presque infinie du Nachlass de Nietzsche rejoint le travail de fourmi de Proust que Picon évoque en ces termes. Je cite, « Chambre noire où se réfugie le vieil enfant malade, elle étale la plus riche féerie du grand jour. En elle parle, sans la voix de la conscience explicative que sa propre lucidité risque de troubler et d'exténuer, elle creuse son sol d'un ayant infaillible, avec une assurance d'aveugle, comme conduite par l'instinct d'un insecte nyctalope. Elle éclate enchevêtrée, exubérante, comme une végétation tropicale. Capitale de sable que la fourmi analytique forme peu à peu d'apports minuscules avec ses galeries, ses écroulements, ses érosions imperceptibles, elle est le théâtre de la plus ample odyssée. » Belle phrase de Picon. L'esthétique qui découle de cette progression vers la vérité donne l'élan pour une exigence éthique, seule condition pour porter des jugements justes.
Cette démarche ressemblerait, et je terminerai sur ce point, à celle de Clement Greenberg, qui élaborait aux États-Unis une esthétique du modernisme. Je justifie ici mon sous-titre, un modernisme intempestif. Et il y aurait beaucoup à dire sur les rapports entre Clement Greenberg, Georges Dutuit et Gaëtan Picon. Si Greenberg se rapporte en général à Kafka, à Kant et à T.S. Eliot, auquel il ajoute Marx et Trotsky, il va dans un sens semblable amener à une certaine pensée du modernisme comme post-kantien. Et d'ailleurs, je citerai le fait que pour Picon, Marx est très présent dans le Nietzsche, qui est assez étonnant, hein, et que on peut dire que de même façon institutionnelle, Greenberg a réussi pendant 30 ou 40 ans à s'imposer comme le grand critique américain qui définissait ce qui était l'art moderne, le modernisme à New York. De la même façon, on pourrait dire que Picon a réussi institutionnellement dans toutes ses fonctions publiques et d'arbitre des mots. En même temps, j'insisterai sur le fait que ce modernisme est intempestif au sens nietzschéen, unzeitgemäß. Et peut-être que ce qui intéresse aujourd'hui chez Picon, c'est le fait qu'il n'était pas tout à fait à la mode. Il s'en fichait un peu de la mode. Il était comme Nietzsche, intempestif. Il n'était pas dans le temps de la mode. Et il nous donne à penser en creux ce qui serait un modernisme à la française, terme qui n'est pas très, très, très souvent utilisé. Et là, je renverrai au travail d'un de mes frères, Dominique, qui a beaucoup parlé sur le modernisme français, qui n'était pas un terme utilisé de son vivant. Il faudrait qu'il inclue Beckett, Blanchot, Bataille, Barthes, le surréalisme finissant, Bonnefoy, le nouveau roman. Pour terminer, je dirais juste que le petit traité universitaire assez humble du premier Picon offre moins une fondation théorique, un soubassement, qu'une philosophie de l'intelligence en devenir. Et c'est ainsi, je trouve, que Picon sait faire sonner le « la ». C'est comme un diapason qu'il a trouvé pour les œuvres à venir.